Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la psychologie des liens et plus particulièrement la psychologie des liens familiaux. Nous allons parler donc de l'inconscient, de la place de chacun dans la famille et de l'impact de la famille sur les relations de la personne avec ses amis, dans sa vie professionnelle et dans sa vie amoureuse. Donc pour cela, je suis avec Chantal Pigano. Donc Chantal, vous êtes formatrice en pédagogie et praticienne dans la relation d'aide. Donc vous expliquez dans votre livre Sur le fil du lien que ce qui fait souffrir souvent dans la relation à l'autre, et particulièrement dans la famille, c'est de ne pas avoir sa place, de ne pas avoir plutôt sa juste place. Donc tout commence dès l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord la nature des liens qui devraient se tisser entre parents et enfants dans un contexte idéal ? Alors oui, dans un contexte idéal, bien sûr, l'enfant a besoin d'être vu comme une personne unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des programmes préétablis disant qu'il faut éduquer comme ci ou comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin de sentir qu'il est écouté, qu'on l'observe, qu'on essaie de tenir compte de sa ligne qui est unique et qu'il cherche vraiment qu'est-ce qui lui correspond, qui il est, quel est son caractère, comment... Voilà. Et si les parents sont vraiment dans un état d'esprit de découverte, de compréhension de qui est leur enfant, ils vont pouvoir se connecter à l'enfant et l'accompagner de la façon juste, tout en jouant leur rôle de parent, bien sûr, c'est-à-dire en encadrant, en posant des limites, en donnant de l'aide. Mais c'est vraiment dans cette dynamique d'écoute. Alors, ce dont l'enfant aussi a besoin, c'est de sentir que le lien est complètement solide. C'est-à-dire qu'il peut compter dessus, qu'il n'est pas remis en question, même s'il y a des frottements, même s'il y a des tensions, même si le parent se positionne par moment. L'enfant aussi a besoin de sentir qu'il peut dire sa colère ou son désaccord, mais que ça ne remet pas en question le lien. Parce que le lien, c'est vital pour lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les liens se tissent tout bébé entre justement le bébé, la mère et le père ? Alors, c'est vrai que le lien à la mère, il est très particulier parce que le lien, il se tisse dès la vie intra-utérine. C'est un véritable corps à corps qui se passe dans la gestation. Donc, l'enfant sent tout, il est dans une fusion relationnelle. Et du coup, tout ce que vit la mère, il le sent dans son corps, il le sent aussi dans ses émotions parce qu'il y a un début d'émotion, il y a une vie. Et du coup, l'enfant ne se distingue pas de la mère. Et ça, c'est tout l'apprentissage de l'intimité, en fait. C'est parce qu'on a eu un lien suffisamment sécurisant et proche qu'on peut ensuite, dans notre vie d'adulte, avoir des relations qui soient intimes et heureuses. Et puis, alors ça dure quelques mois après la naissance, et c'est seulement vers le 8e mois que l'enfant commence à se distinguer de la mère. Et la place du père, elle est là pour l'aider. Alors c'est un peu une tarte à la crème, c'est très connu, mais il est là pour aider l'enfant à défusionner. Alors, quelquefois, il n'y a pas toujours de père à domicile, mais en tout cas, il y a la fonction, ce que Lacan a appelé le nom du père, c'est-à-dire la fonction du père. Et c'est ce qui va aider l'enfant à pouvoir s'affirmer dans la vie, à pouvoir aller de l'avant, découvrir le monde et aller vers l'extérieur. Et dans la relation, c'est absolument indispensable. Il faut pouvoir être proche, mais il faut aussi pouvoir prendre de la distance, pouvoir aussi se distinguer de l'autre, s'affirmer quand c'est nécessaire. Et ça, c'est la fonction père, entre guillemets, qui permet ça. Et je parle vraiment d'archétype symbolique, parce qu'évidemment, chaque parent peut jouer aussi les deux rôles, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe justement pour l'enfant si ces schémas, entre guillemets, si cette période de fusion avec la mère dont il a besoin jusqu'à environ 8 mois, si cette fusion ne va pas perdurer pendant ces 8 mois, qu'est-ce qui se passe aussi si le père, par exemple, n'est pas là, est absent ? Comment ça influence la vie de l'enfant et plus tard la vie de l'adulte ? Bien sûr. L'enfant, quand la mère, par exemple, si elle n'a pas pu jouer son rôle, être là et qu'il y a eu des choses blessées, il y a eu des blessures, à ce moment-là, ce que ça va déclencher, c'est une difficulté à être en lien avec soi-même, à être en lien intime avec les autres, c'est-à-dire à tenir compte de ses besoins corporels et émotionnels. Parce que vraiment, l'archétype mère, c'est ça. C'est ce qui va permettre de s'accueillir dans la vie avec ses besoins instinctifs. Donc ça peut donner quelqu'un qui pourra développer des systèmes de compensation, mais c'est vrai que le lien à l'instinct ne sera pas tout à fait là. Et puis la difficulté à se laisser aller vraiment dans une relation intime, à faire confiance, à s'ouvrir, voilà. La relation au père, alors quand elle a fait défaut, on va plus rencontrer
une difficulté justement à s'affirmer, à pouvoir aller vers le monde, à pouvoir s'imposer dans la société, trouver sa place. Voilà, ça peut être soit une difficulté à s'adapter socialement ou alors une suradaptation sociale, c'est-à-dire qu'on en rajoute des tonnes parce que justement il y a une faiblesse de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir... Alors on n'a pas de parents parfaits bien sûr, hein, c'est Winnicott, le psychanalyste, qui disait il faut que la mère soit suffisamment bonne, mais pas trop quand même, parce qu'une mère trop bonne qui étouffe son enfant, mais l'enfant ne parvient pas à défusionner. Et il faut petit à petit que l'enfant puisse se distinguer de la mère et puis comprendre que c'est la même personne, c'est la même maman qui par moment le comble et puis par moment est frustrante. Hein, et ça met un certain temps pour que le système nerveux puisse intégrer ça. Et il faut que la mère soit là, mais pas trop là. Il faut surtout que la mère laisse à l'enfant une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'elle ne se serve pas de l'enfant pour combler ses manques à elle. Hein, et ça, c'est c'est une gageure. C'est vraiment... c'est un énorme défi de pouvoir être là vraiment pour ses enfants et pas se nourrir psychiquement de ses enfants. Même si on reçoit évidemment beaucoup de gratification et qu'on a le droit d'en être très heureux, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire des choses quand par exemple une mère a un enfant en très bas âge, avant 8 mois par exemple, et que pour une raison X ou Y, elle soit obligée de se séparer de cet enfant pour des raisons professionnelles ou autres? Ou de même, est-ce que le père, si par exemple, pareil, il travaille, il doit partir plusieurs mois, etc., est-ce que on peut faire en sorte que ça ne cause pas de dommages avec l'enfant en faisant, je sais pas, en lui parlant? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Bien sûr. Et c'est là où... alors c'est un peu surprenant parce qu'on se dit à cet âge-là, ils ne comprennent pas. Or, ce dont les enfants ont besoin, c'est de vérité. Alors, quelle est cette vérité? C'est-à-dire, c'est celle qui est nommée, et c'est Françoise Dolto avait constaté ça, c'est-à-dire qu'avec des enfants qui avaient vraiment été blessés par une séparation, parce que, par exemple, ils avaient été hospitalisés, les parents, après la naissance, les parents n'avaient pas pu être là, voilà, ou bien il y avait eu une séparation, il s'est passé quelque chose. Le fait d'expliquer à l'enfant et de dire à l'enfant, tu n'es pas responsable de ça. Hein, voilà, j'ai pas pu être là pour toi, ça t'a blessé, ça a fait mal, voilà, t'aurais eu besoin que maman soit là tout le temps et j'ai pas été là, il s'est passé ci et ça, ou voilà. Et lui mettre des mots sur ce vécu. Alors même si l'enfant peut pas capter les mots, il va sentir la vibration dans laquelle c'est dit. Et là, le fait que l'adulte n'en fasse pas un tabou, ne contourne pas ça, et que ça existe, dans l'inconscient parental, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que l'enfant va comprendre ça? C'est parce qu'il se branche sur sa mère, que du coup, il va avoir accès à une information parce que sa mère la comprend, ou son père. Hein. Donc le fait de pouvoir dire ça, ça permet une prévention. Pouvoir expliquer à un enfant quand la naissance s'est pas bien passée, lui nommer, lui dire, ou dire tiens ben voilà, j'attendais un fils, ben c'est une fille, et ben voilà, je t'accueille comme ça, c'est une petite surprise pour moi, je m'attendais pas. Voilà, mais nommer la vérité de ce qui est là, évidemment au service de l'enfant, hein, pas pour déverser hein, des choses. Quand malheureusement on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui savaient qu'il fallait nommer les choses et qu'il y a donc il y a eu des manques dans l'enfance, va en résulter des comportements destructeurs ou nocifs à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'âge adulte pour pallier ces manques de l'enfance dans des manques assez basiques qu'on a tous eu plus ou moins, hein, avec une mère qui n'a pas pu toujours être là, un père pareil qui n'a pas forcément rempli son rôle de père entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois adulte? Alors, quand c'est une blessure de manque, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas reçu suffisamment de présence et d'attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant se perçoit parce que son existence est confirmée par toutes les interactions qu'il a avec l'entourage. Donc, s'il y a du vide autour de lui, eh ben, l'enfant va finir par se percevoir comme vide. Hein, et ça, c'est le fondement des dépressions. C'est-à-dire que et puis toutes les conduites qui vont avec, hein, les addictions, les manques affectifs, les besoins de se combler parce qu'il y a une espèce de vide constitutif hein, qui a marqué dans la toute petite enfance. Alors là, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est accompagner la personne pour l'aider à se reconnecter à ce besoin de sentir, de présence. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle a mis des murailles pour se protéger. Donc ça donne des adultes qui vont, par exemple, ne plus pouvoir recevoir.
C'est-à-dire que même s'ils sont en demande très profonde, ils ont du mal à accueillir, à recevoir vraiment. C'est un peu le principe des puits sans fond. C'est-à-dire qu'il faut toujours plus de compliments, plus de présence, plus d'affection, plus d'attention donnée, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à recevoir ça. C'est un peu comme une terre qui aurait été tellement asséchée qu'elle a du mal à laisser passer l'eau dont elle aurait vraiment besoin. Pourtant, elle aurait vraiment besoin de cette eau-là. Eh bien, ces personnes-là, il faut arriver à les reconnecter à leurs besoins, qu'elles puissent le sentir par elles-mêmes, et à ce moment-là, elles vont pouvoir commencer à recevoir à vraiment ce qu'elles reçoivent de l'extérieur, que ça pénètre en elles et ça va petit à petit combler les manques. Mais ça, voilà, c'est un apprivoisement qui est de longue haleine, mais ça se fait petit à petit et c'est vraiment en rééduquant à l'intérieur cette capacité à sentir. L'autre aspect, c'est quand la personne a reçu quelque chose de vraiment toxique, de nocif, c'est-à-dire une violence, maltraitance, inceste, enfin voilà, quelque chose de vraiment pas juste qui a blessé très profondément. Du coup, l'enfant sent qu'il ne pouvait plus faire confiance aux parents. Et là, ce qu'il faut, c'est pouvoir aider la personne à se réaccorder avec ses perceptions. C'est-à-dire que là où la personne a été blessée, c'est que c'est pas si simple. C'est-à-dire que si elle pouvait se dire, bon, définitivement, j'ai été vraiment gravement blessée au niveau des faits, déjà en prendre conscience, c'est une chose. Mais quelquefois, la personne, elle sait ce qu'elle a vécu, elle peut vous le raconter pendant des heures, et puis à l'intérieur d'elle, il y a une autre partie d'elle qui donne raison au parent qui a blessé. Et elle ne le sait pas. Donc en thérapie, on peut visiter pendant des heures toute sa colère, toute sa frustration, mais tant qu'on ne va pas aller voir qu'il y a en elle une partie d'elle qui a continué, qui s'est crue indigne de l'amour du parent, ou qui a cru que la violence était justifiée, ou que voilà, si j'ai reçu du mauvais, c'est parce qu'au fond j'étais mauvais. Pourquoi l'enfant pense ça d'ailleurs, fondamentalement ? C'est une vraie question. C'est que on est toujours dans cette très très grande perméabilité de l'enfant. Et c'est ça qui explique un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire quand les gens subissent des maltraitances, c'est qu'ils ont tendance à revenir vers leur agresseur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours en attente d'amour. Et c'est parce que dans l'enfance, alors ça, on revient vraiment au tout premier mois, l'enfant ne se distinguait pas de l'adulte. Donc, s'il recevait une violence, il absorbait la violence de l'adulte comme si ça faisait partie de lui, comme si c'est lui qui est mauvais. Et du coup, il garde encore à l'intérieur de sa bulle énergétique, psychologique, une espèce de quelque chose qui l'encombre et qui est vraiment toxique. Et ça, la personne va l'enfouir très profondément parce que c'est tellement douloureux que... C'est inconscient. C'est complètement inconscient. Et ça, il faut pouvoir aussi justement détricoter tout ça et aider la personne à se réconcilier avec toutes ses perceptions d'enfant. Et l'enfant qui a senti, là, ce que fait papa ou maman, c'est pas juste, c'est pas normal. Voilà, renforcer ça et pouvoir redonner aussi, parce que l'enfant qui donne raison aux parents, c'est par besoin de lien. Et ça explique que les enfants qui ont été maltraités, ils reviennent encore, ils sont en attente d'un lien d'amour. Le lien d'amour est plus fort que tout ce qu'ils peuvent subir. Oui. C'est-à-dire que le manque affectif peut atteindre des choses beaucoup plus profondes encore que la maltraitance. C'est-à-dire que l'enfant peut préférer un lien qui peut être souffrant plutôt que pas de lien. Donc il faut vraiment pouvoir réconcilier la personne avec ses perceptions. Je pense au parcours de quelqu'un qui s'appelle Tim Guénard, par exemple, qui est un homme qui raconte son autobiographie dans un petit livre, ça s'appelle Plus fort que la haine. Il a subi des maltraitances, mais terrible dans sa vie. Mais c'est très intéressant quand on lit son livre, parce que c'est assez incroyable la maturité psychique qu'il avait. C'est-à-dire lui, il n'a jamais douté de ses perceptions. Il savait que ce qu'il subissait n'était pas normal, il savait. Bon, après, tout son parcours explique aussi ça. Mais du coup, il a pu se reconstruire. Alors après, ça n'a pas fait en ligne droite, il a reçu des aides aussi. Mais voilà. Et là où c'est difficile pour les personnes, c'est celles qui ont des confusions sur leur perception, qui ne savent plus très bien où elles en sont, même si en apparence, ça semble assez clair. Alors ce sont des personnes qui peuvent raconter pendant des heures tout ce qu'elles ont subi parce qu'elles cherchent une confirmation. Mais en fait, elles, dans la profondeur, elles n'en sont pas complètement convaincues. Et qu'est-ce qui crée cette confusion justement dans le ressenti de ce qu'on a vécu enfant? Le fait qu'on n'est pas vraiment sûr, que
Que du coup nos souvenirs vont peut-être se brouiller que... Parce que, alors, il y a l'effet, effectivement, c'est un mécanisme de défense, parce que c'est une façon d'oublier. Hein, pour plus souffrir de quelque chose, ben, c'est comme si on a vaporisé d'une espèce de mousse anesthésiante, hein, comme ça on sent moins, et c'est un mécanisme de protection qui était nécessaire à l'époque. Mais il y a aussi, on peut être... alors on peut banaliser les faits, on peut se dire, voilà, c'est un peu normal. Il y a aussi tout l'entourage ambiant qui dit, oui, il ne faut pas se plaindre, il faut avancer dans la vie, etc. C'est vrai, et en même temps c'est faux, parce que le problème, c'est que quand on s'est coupé de son ressenti, on a tendance à attirer des événements qui vont faire revivre, voilà, ce qu'on avait fui. Parce que c'est pas guéri. Parce que c'est pas guéri. Donc on va... c'est un petit peu comme si on avait des lunettes, voilà. Et puis on a une tache sur ces lunettes, donc il y a une partie du champ où on est un peu aveuglé. Et du coup, on n'aura pas l'instinct pour identifier que, attention, là ça devient un petit peu dangereux, on ne se rend plus compte. Donc on va devenir complètement naïf, on va se laisser complètement aveugler. Voilà. Puis on va rencontrer des personnes qui vont nous faire revivre justement ce qu'on avait occulté. Et ça, c'est parce que justement, on a à le guérir. C'est une opportunité, il faut le prendre comme ça, en se disant, effectivement, c'est pas... ça a du sens. Hein. Si on retombe sur des situations répétitives, c'est parce qu'en fait... on a quelque chose à guérir, c'est une opportunité pour braquer le projecteur dessus et vraiment dissoudre ça définitivement. C'est une occasion. Alors, parce que justement, les relations amoureuses, c'est souvent très révélateur des relations qu'on a eues dans l'enfance avec son père et sa mère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement c'est un peu une projection de ces relations à ses parents petits, une fois adultes? Alors, c'est vrai qu'on est très imprégné du modèle parental, au-delà de ce qu'on pense. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes les croyances sur l'amour, voilà, quelquefois les confusions entre amour et travail, ou le côté... enfin voilà, chaque famille est imprégnée de sa propre culture familiale sur le thème amoureux. Les croyances sur les hommes, sur les femmes, voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi les messages inconscients en fait qui passent. Et ça passe. Alors il y a la fameuse étape de l'Oedipe qui conditionne très fortement en fait la façon dont on va pouvoir construire sa vie de couple. Je la redis très rapidement, c'est-à-dire que le petit garçon est amoureux de sa maman. Il va falloir qu'il renonce à cette posture de partenaire amoureux de sa mère pour pouvoir par la suite rencontrer une femme avec qui il construira sa vie. Et de la même façon, la petite fille, elle est amoureuse de son papa. Il faut qu'elle renonce aussi à cette posture pour pouvoir construire sa vie de couple. Alors l'étape c'est entre 3 et 5 ans, la grosse étape, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Enfin voilà, mais c'est quelques années qui sont importantes et il faut que l'enfant puisse exprimer ça. Et quand l'enfant sent que ça dérange très fortement le parent, il n'ose plus. Mais résultat, il aura du mal à franchir cette étape, faute d'avoir pu l'exprimer. Et puis à l'inverse, il y a des enfants qui restent fixés à cette étape-là. Et ils restent fixés à cette étape-là parce que... Alors c'est là où il y a... le parent peut être un petit peu confus, sans s'en rendre compte, c'est pas du tout volontaire, mais entretenir un petit peu ça inconsciemment, c'est-à-dire un petit peu de séduction, un petit peu de... C'est pas de l'inceste, c'est pas ça, mais... Être flatté par l'amour que être un petit peu flatté par ça, et c'est humain. Enfin, je veux dire, puis la vie amoureuse de l'adulte est pas toujours... elle va pas toujours en ligne droite, donc... Bon, et ça peut créer une confusion, et du coup, ça maintient, en fait, l'enfant... connecté à un étage qui n'est pas le sien. C'est un petit peu comme dans la famille, il faut que vraiment chacun occupe l'étage qui est le sien. Donc ce qui se passe, c'est que le parent, ça lui donne un petit peu une illusion de rajeunissement, et puis l'enfant, il reste accroché en amont en fait, à l'étage du parent, et il a du mal à aller vers la vie, puis à construire. Et ce lien, il reste inconscient, même si consciemment on aimerait, il y a quelque chose qui retient. Et là aussi, il faut pouvoir s'en rendre compte, et la prise de conscience va y aider, et le fait de pouvoir rendre aussi aux parents tout ce qu'on avait absorbé, parce que ça faisait plaisir, mais il faut pouvoir lui réattribuer, et décrocher aussi tout ce qu'on avait déposé chez le parent pour pouvoir reprendre sa liberté et aller vers la vie. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, alors quelquefois, des schémas amoureux plus inconscients qui vont s'imprégner, c'est-à-dire que
euh, en fait, l'enfant va pouvoir se tourner vers le parent de sexe opposé si le parent de même sexe, c'est-à-dire la petite fille par exemple, si elle sent que sa maman éprouve un désir pour son papa. Donc là, elle va faire son Oedipe sur son papa. Mais si l'objet de désir de la maman, c'est pas le papa, mais par exemple un autre homme, une figure invisible, dont on n'a jamais parlé, mais qui est là, ben la petite fille, elle va faire son Oedipe avec une espèce de figure invisible. Ce sera un petit peu le papa, puis un petit peu, il y a un certain pourcentage qui va être avec une espèce de figure invisible qui va hanter son inconscient. Et elle peut rejouer ça dans sa vie amoureuse. C'est-à-dire dupliquer, par exemple, dupliquer une histoire d'amour qui va avoir des choses un petit peu similaires à ce qu'a vécu sa mère, par exemple. Cet amour impossible qui n'a pas pu se concrétiser. Alors peut-être qu'elle va trouver, imaginons que c'est quelqu'un d'un pays étranger, elle va pouvoir vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'un autre pays, de ce pays-là justement, où il y aura une similarité de situation ou de prénom. Voilà, il peut se passer quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi, par exemple, la petite fille, si elle sent que l'objet de désir de la maman, par exemple, la maman joue un espèce de rôle un peu confus avec son fils, eh ben, la petite fille peut vivre son Oedipe avec son frère, puisque c'est celui que désire maman, que maman regarde. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle va chercher un homme qui ressemble à son frère quelque part ? Par exemple, tout à fait. Et il peut y avoir une espèce de truc genre amour impossible puisque l'amour avec le frère n'est pas permis, donc ça peut créer des choses comme ça. Alors la bonne nouvelle, ça semble un peu compliqué tout ça, mais la bonne nouvelle c'est qu'en fait on peut en prendre conscience et on peut dénouer ça. Mais c'est vrai que le schéma oedipien est un petit peu plus complexe qu'on l'imagine. Et voilà, il y a moyen de défaire ça et de grandir et du coup de se libérer et de pouvoir vraiment se détacher de ces liens-là. Alors justement, je voulais aborder avec vous le thème des constellations familiales. Donc c'est un outil qui a été mis au point par Bert Hellinger. Est-ce que vous pouvez expliquer comment il a mis au point cet outil, comment ça fonctionne, comment vous l'utilisez ? D'accord. Alors, c'est un outil, d'abord j'ai une immense gratitude pour Bert Hellinger qui a élaboré cet outil. Il l'a élaboré par l'observation. Il a été missionnaire en Afrique du Sud et il a observé les rituels zoulous où il y a un lien aux ancêtres, on donne place aux liens familiaux. Ensuite, il est revenu en Allemagne et puis il s'est formé en psychanalyse, en gestalt, en hypnose, voilà. Et puis il a élaboré petit à petit par la pratique en fait cette approche, en s'inspirant aussi des rituels zoulous auxquels il avait assisté. Et le principe en est très simple, c'est-à-dire que il s'agit de donner place à chaque personne dans la famille. C'est pour ça qu'on parle de constellation. Ça n'a rien à voir avec les étoiles. C'est un petit peu, mais au niveau des constellations stellaires, la place de chaque étoile va participer au dessin d'ensemble. C'est un peu la même chose en fait, au niveau familial, c'est-à-dire que la place de chacun est vraiment importante. L'arbre familial, c'est vraiment une unité vivante. J'aime bien cette notion d'arbre familial parce que c'est un peu comme si on tronçonne l'arbre à un endroit, et ailleurs il va créer une excroissance pour compenser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure une personne de la famille parce qu'à ce moment-là, ça met en déséquilibre la famille dans son ensemble. Et alors, comment est-ce que Bert Hellinger a travaillé avec ça ? C'est-à-dire, son principe est très simple, c'est que la personne qui veut explorer un petit peu son histoire familiale, pour mieux comprendre une problématique, elle va choisir dans le groupe plusieurs personnes qui vont représenter les membres de sa famille. Elle va leur octroyer une place, et comme elle leur octroie une place, ces personnes vont entrer en résonance avec l'inconscient de cette famille. Et là, on va voir des informations qui apparaissent. J'ai chaud, j'ai froid, je suis en relation avec telle personne. Voilà. Avec ces informations qui apparaissent, et ce qu'on sait aussi de l'histoire de la famille, on va comprendre quel est le véritable enjeu. Et le véritable enjeu de la problématique, c'est que le plus souvent, il y a eu un rejet. Il y a eu quelque chose qui a été occulté.
soit une personne qui n'a pas eu sa place reconnue, cette personne a été mise à distance, oubliée, on n'a pas reconnu le rôle qu'elle a joué, voilà. Et puis du coup, on n'y pense plus. Alors ça peut être par exemple à l'occasion d'un deuil, c'est-à-dire que c'était un deuil précoce, par exemple la mort d'un enfant, c'est vraiment quelque chose qui traumatise une famille, ça. Et on oublie l'enfant, on n'en parle plus, mais résultat, ça va hanter tout l'inconscient de cette famille-là parce que qu'il y a eu perte de sens. On a complètement oublié de donner complètement sa place à cette personne et son destin, même si ça a été difficile, ça a sa place dans l'histoire familiale. Donc on ne peut pas se permettre d'oublier quelqu'un comme ça. Je ne dis pas vouer un culte aux morts, mais c'est vraiment donner sa place, c'est naturel. Elle avait sa place dans... Voilà. Et quand il y a eu un rejet comme ça, alors ça peut être aussi un événement qui a été occulté. Par exemple, un suicide qui est déguisé en accident. Par exemple, ou une femme qui meurt d'un avortement qui a raté et puis on raconte que c'est une fausse couche. Bon, voilà, c'est des choses Quand vous dites occulté, c'est que la parole n'a pas été juste. N'a pas été juste. Il y a un secret de famille. Voilà. Et du coup, ça fait une espèce de charge très forte qui impacte l'ensemble de la famille. Et du coup, alors, c'est pas le contenu qui est grave, qui crée des choses nocives. La vérité, elle est jamais toxique. C'est le fait qu'on n'ose pas en parler, qu'on en fasse un tabou. C'est-à-dire qu'après, les personnes de la famille, quand on parle de ce thème-là, ces personnes sentent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Voilà. Et du coup, il y a une espèce d'interdit de penser, de sentir en lien avec ce thème. Et du coup, ça se transmet. Donc, par exemple, la femme qui est morte dans un avortement et qui... voilà, ça n'a pas été nommé, eh bien, peut-être que les femmes de sa descendance, il y en aura plusieurs qui vont avoir du mal à enfanter, à avoir un enfant, parce que ce thème est tellement chargé d'angoisse, et ça, elles ne le savent pas, parce qu'elles ne savent pas, inconscient. C'est complètement inconscient, elles ne savent rien de la mort traumatique de leur ascendante. Voilà. Et là, avec l'approche des constellations de Bert Hellinger, eh bien, on va redonner place symbolique à cette personne qui a été complètement oubliée, à ce fait qui a été occulté. Et le fait de redonner place va recharger en énergie et va permettre de faire la paix avec ce que l'inconscient avait tendance à vouloir mettre dehors à tout prix. Et comme on fait une restauration en fait symbolique, énergétique, parce qu'on se remet en connexion avec ce qu'on avait tendance à... Voilà. Et ça fait une guérison. On le sent très bien dans le déroulement de la constellation, c'est-à-dire que là où les personnes avaient froid, tout d'un coup, il y a de la chaleur qui recircule. On prononce aussi beaucoup de paroles de réparation, parce que le fait de parler, il faut trouver les mots justes, mais dès que la vérité est nommée, elle n'a plus besoin d'être jouée par des symptômes ou par des ressentis corporels. Voilà, dès que c'est nommé, ça se libère. Et ça permet de réharmoniser le conscient et l'inconscient. Donc concrètement, il y a une personne qui va être le constellé. Oui. Donc qui va vouloir explorer une thématique de sa famille. Il va désigner quelqu'un pour le représenter dans la constellation familiale, qui est en fait un peu un jeu de rôle, entre guillemets, même si c'est pas du théâtre, mais il y a des places qui sont attribuées. Et donc il va aussi désigner des personnes pour représenter éventuellement sa mère, son père, etc. Oui. Et donc les personnes vont se mettre ensemble donc dans une pièce et chacun, en fonction de l'inconscient donc du constellé, va avoir des ressentis, des choses qui vont lui venir, qui appartiennent à la personne constellée. C'est ça, qui appartiennent à l'inconscient familial. Alors, il faut être prudent avec ça, c'est évident, c'est-à-dire qu'il s'agit bien que la personne qui joue un rôle, on appelle ça un représentant, cherche à vraiment être au service du rôle et ne se serve pas de la situation pour régler des comptes ou faire un psychodrame personnel. Enfin, voilà. Donc, et ça, c'est au thérapeute, évidemment, qui gère la constellation d'y veiller. Mais on se rend compte que, d'abord, quand on vit cette expérience d'être choisi comme représentant, tout d'un coup, il y a un ressenti qui s'impose. Et on est pris par une énergie et c'est pas quelque chose qu'on construit mentalement. On se dit pas, bon, alors je joue le rôle du grand-père, donc alors elle a dit ça. Alors, ça se joue pas du tout comme ça. Mais ça s'impose, il y a un ressenti qui est là. Et je recommande aux personnes de ne pas rentrer à 100% dans ce ressenti, c'est juste à 30% c'est suffisant. C'est juste une information. Et puis on va permettre au rôle d'évoluer
hein, donc, et on va en fait prononcer des paroles de réparation, faire des changements de place jusqu'à ce que l'énergie de l'ensemble, c'est en ce sens-là que c'est un travail énergétique et symbolique, jusqu'à ce que l'ensemble se réharmonise. Et à ce moment-là, ben, on sent que la personne est bien, que ça a eu du sens, que voilà. Et ça ouvre une porte dans son inconscient, en fait. C'est un peu comme si ça lui montre une direction, une solution possible, et puis elle va l'intégrer à son rythme ensuite. Et donc le rôle du constellateur, donc du thérapeute, Oui. est essentiel, Ah oui. puisque c'est lui qui va diriger Oui. les personnes, Bien sûr. qui va poser des mots. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que j'ai déjà vu plusieurs constellations familiales. C'est vrai. J'en ai fait une avec vous. Ça n'a pas rien à voir avec une autre que j'ai faite avec une autre personne. C'est vrai. Quelle est votre conception du rôle du constellateur? Oui. Alors, dans mon approche, moi, je suis très sensible à la parole. Je trouve que c'est vraiment précieux parce que ça redonne son pouvoir à la personne qui pose sa constellation. Ça lui permet d'intégrer, de comprendre, et de sentir, parce que je trouve que la parole, moi je le vis comme ça, c'est comme si c'est une clé qu'on introduit dans une serrure, quoi, qui était bloquée. Et quand on trouve la bonne clé, que c'est la juste parole, on sent que ça se déverrouille en énergie et tout le monde dans la constellation le sent. Donc voilà, je sais qu'il y a des constellateurs qui font ça sans parole. Moi, je trouve ça dommage. Bon, voilà. Après, il ne faut pas remplacer, il ne faut pas noyer non plus les choses par la parole. Hein. Il faut trouver la parole juste. Mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très précieux. Voilà. Alors, c'est vrai que je suggère des phrases que je propose aux représentants de prononcer, mais je leur demande toujours de sentir. Hein, c'est-à-dire d'habiter. Il ne s'agit pas de les réciter mécaniquement. Et quelquefois, la personne récite, puis elle dit « mais non, ça ne marche pas ». Bon, ben, on cherche une autre clé, et jusqu'à ce qu'on trouve la parole juste qui va permettre de décoincer. Alors, c'est vrai que moi, ça fait plus de 12 ans que je fais des constellations, donc j'ai une bonne expérience de ça. Et c'est vrai que plus on en pratique, plus on sent au niveau de l'énergie. Et c'est vrai qu'il y a des paroles qui viennent en constellation. Quelquefois, je me recule après la constellation, je prends du recul et je me dis, mais tiens, qu'est-ce que j'ai dit? Je serais incapable de le redire. C'est vraiment l'énergie du moment, ce qui se passe avec la personne. Et puis, voilà, ça vient comme ça. Alors après, évidemment, je ne suis pas, comment dire, même si ça vient pas mal de l'énergie du moment, c'est quand même lié à la compréhension de ces mécanismes dont on a parlé avant, hein, et de toute cette compréhension des liens. Tout ce qu'a compris Bert Hellinger, c'est que le lien, c'est vraiment quelque chose de sacré. C'est vraiment, on en a absolument besoin. Donc on peut être lucide sur les manquements, les difficultés, mais il faut aussi pouvoir donner sa place au lien familial. Parce qu'on en a vraiment besoin. Après, on peut prendre ses distances. Hein, ça arrive que des personnes aient besoin de... Il y a eu tellement de toxicité qu'il y a eu besoin de prendre des distances. Mais c'est important de reconnaître qu'au moins de ses parents, on a reçu le cadeau de la vie. Au moins. Hein, parce que sinon, on entre en conflit avec son propre bagage héréditaire, avec sa propre énergie vitale. Et c'est absolument nécessaire d'admettre que ce cadeau de vie, il est passé par nos parents, aussi imparfait soit-il, mais que c'est passé par eux. Ça permet d'être bien incarné, de bien planté, en fait, dans la vie. Il s'agit d'être juste, en fait, c'est-à-dire de reconnaître... La vérité, voilà. Tout à fait. Et aussi le lien, c'est-à-dire que, qu'on a été aimé peut-être mal, mais on a été aimé et on a aimé ses parents peut-être mal aussi, mais aussi il y a eu ça. Et si on donne sa place à chaque élément dans le paysage, à la fois la vérité, ce que j'appelle la vérité, c'est-à-dire les choses, un regard lucide sur ce qui s'est passé réellement, et c'est important, mais de le voir sous toutes ses facettes. Et en fait, c'est la totalité, dès qu'on redonne place à ce qu'on avait occulté, c'est là où les choses reprennent leur place et qu'il y a une auto-guérison du psychisme qui peut se mettre en route. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de certaines choses qu'on exclut de soi de manière plus ou moins inconsciente. Je prends l'exemple par exemple de la colère ou de la violence et qu'en fait vous expliquez c'est un peu comme un élastique. Plus on va exclure quelque chose, par exemple la violence, on va dire « oh là là, jamais moi je serai violent », plus elle va apparaître dans notre vie. C'est vrai. Vous pouvez expliquer ce phénomène? C'est vrai. Intéressant. C'est vrai. Ça c'est le phénomène
de la projection, c'est-à-dire d'une part, ce qu'on a mis à la cave, on a tendance à le projeter, c'est-à-dire le voir à travers notre entourage. C'est comme si la ville va le ramener parce qu'on s'est coupé d'une énergie qui est vitale, qu'on porte en soi. Si on ne la portait pas en soi, on ne serait pas confronté à ça de nouveau. Mais comme on a mis ça vraiment à la cave, on l'a enfermé à double tour, mais c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on promène partout avec soi. Donc ça attire, c'est vraiment le phénomène de la loi d'attraction, c'est-à-dire de façon magnétique, des personnes qui vont exprimer ce qu'on ne s'autorise pas à exprimer. Et du coup, on va le pointer, on va l'observer, on va le voir, et on va être très dérangé évidemment par ça, parce que c'est très dérangeant que quelqu'un s'autorise à exprimer ce qu'on s'interdit soi. Sauf qu'on n'a pas conscience qu'on se l'interdit. Sauf qu'on n'a pas conscience. Et un des critères qui peut permettre de se rendre compte, est-ce que tiens, je suis porteur de ça ou pas, c'est quand on est très dérangé parce qu'un défaut que quelqu'un exprime. Il y a des défauts qu'on voit dans notre entourage, puis bon, ça ne nous affecte pas, ça ne nous décentre pas. C'est qu'en fait, c'est neutre pour nous. Mais quand ça nous fait grimper au rideau, parce que vraiment ça nous met en souffrance, on est mal, on ne supporte pas, là, bon, c'est intéressant de se poser la question. Alors après, voilà, il ne s'agit pas de se juger avec ça, il s'agit de le voir de façon nuancée, mais c'est vrai que les relations, c'est un miroir assez extraordinaire. Et c'est vrai que dans la famille, eh bien, se construisent aussi ces relations-là. C'est-à-dire souvent, on va chercher un partenaire qui va... alors on dit que c'est vrai, les contraires s'attirent. C'est vrai en apparence, mais si on regarde des apparences, on a l'impression que dans un couple, quelquefois, c'est vrai les personnes expriment des aspects d'elles-mêmes assez complémentaires, assez différents. Mais en fait, dans la profondeur, ce qui relie ces personnes, c'est les points communs. C'est-à-dire, par exemple, la personne très idéaliste qui va se mettre en couple avec une personne pragmatique, c'est qu'en fait, elle va aller chercher chez son partenaire le pragmatisme qu'elle a en elle, mais qu'elle aurait besoin de développer. Voilà. Et ça se joue évidemment dans les relations amoureuses, mais ça se joue aussi à travers les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à ce qui est dans l'inconscient parental, et l'enfant va exprimer que peut-être une colère inconsciente que son parent n'a jamais pu exprimer. Donc l'enfant va entrer dans des rages, il va titiller son parent sur un terrain qui est très difficile pour le parent, mais que le parent a en potentiel mais ne s'autorisait pas, et l'enfant y réagit. L'enfant sent, il entre en connexion avec l'inconscient parental et il va faire sortir la rébellion ou la colère ou la frustration de son parent. J'ai une histoire, moi, qui m'a un jour, pour dire, une femme, par exemple, qui vient en séance et qui recontacte en séance un souvenir où sa mère était en train de repasser, puis elle avait 6 ans, et elle demande à sa mère, elle dit, tiens, je voudrais voir ce que ça fait si on met sa langue sur le fer à repasser. Et sa mère l'a laissé faire. Bon, elle s'est brûlée, évidemment, voilà. Et la mère était pas maltraitante. Donc c'est vrai que c'est un peu sidérant, on se dit comment ça a pu se passer. Et en fait, quand on voit l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la mère? Il y avait un secret de famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur la filiation. Et en fait, ce secret n'avait pas été donné à la fille. Et bien la petite fille, à travers ce symptôme un peu bizarre, cet acte complètement absurde, ben non, c'était porteur de sens. C'était... Elle avait un secret qui lui brûlait la langue. Elle sentait ça. Et elle l'a posé en acte, en collant sa langue sur le fer à repasser. Donc c'est là où on se dit quelquefois les actes apparemment absurdes en fait sont porteurs de sens. Le symbole est très important. Le symbole est fort, et ça peut passer évidemment à travers des choses, des symptômes physiques bien sûr, de peau qui gratte quand il y a un manque de contact, de pipi au lit, quand il y a des problèmes de territoire. Enfin bon, après ça a été développé par beaucoup d'autres auteurs, mais c'est vrai que tous ces liens familiaux, évidemment, les enfants sont très très sensibles à ce qui encombre en fait l'inconscient des parents. C'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est que la parole est vraiment réparatrice. Alors il ne s'agit pas de déverser les secrets, mais de nommer pour l'enfant, lui dire, je ne peux pas te raconter tout, mais quand tu seras plus âgé, je te raconterai. Mais effectivement, il y a quelque chose, tu es un petit peu trop jeune pour le comprendre, mais je te raconterai plus tard. Là, je peux te dire juste ça. Mais là, c'est pas une atmosphère électrique, c'est quelque chose de détendu, de nommé. L'enfant sait que, il y a un blanc, il y a un mystère, mais ça va, c'est assumé.
Et ça, c'est tout à fait... voilà, ça ne crée pas de nocivité, au contraire. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont plus facilement abordables en constellation familiale que d'autres? Alors, je dirais la grande spécialité des constellations familiales, beaucoup les problématiques de deuil. Parce que c'est vrai que les deuils non faits, c'est la grande puissance de cet outil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir établir des liens entre une difficulté de vie dans un domaine, même si ça semble très éloigné, et puis un deuil qui n'a pas été fait dans une famille. Et les deuils non faits dans la famille, il y en a beaucoup. Plus qu'on imagine, parce que le grand tabou de notre société, c'est plus le sexe, c'est la mort. Quand un deuil n'a pas été fait, il y a une personne, par exemple, qui a tendance à se tourner dans la famille vers l'au-delà. Symboliquement, hein, c'est comme si on se tourne vers l'invisible. Et on a du mal à être complètement enraciné, présent dans sa vie de tous les jours, parce qu'il y a une part de soi qui est partie avec le décédé. Et du coup, on n'est pas présent pour ses enfants. Donc, voilà, parce qu'on a souffert de son époux, on a été orphelin trop tôt. Et du coup, il y a comme une énergie vitale qui est plus là à disposition de ces enfants pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin de recevoir. Parce que le deuil n'a pas été fait par la personne. Donc ça fait des frustrations, des manques. Hein. Ça peut aussi avoir des impacts sur les schémas amoureux. Hein, donc, par exemple, je sais pas, à l'époque de la guerre, il y avait un frère aîné qui était parti à la guerre, et puis on n'a pas fait le deuil de ce frère-là, et puis du coup, et par exemple, c'était un peu mélangé avec une situation oedipienne un peu confuse, et puis voilà, et ben c'est devenu l'amour impossible, c'est cette espèce de frère, voilà, et puis l'amour devient impossible, voilà, ça devient on aime mieux les personnes une fois qu'elles sont inaccessibles que les personnes vivantes et présentes. Donc ça fait des blessures du lien, et ça peut s'exprimer effectivement par rapport à la santé, par rapport à la vie professionnelle, son insertion sociale, par rapport à la construction de sa vie amoureuse. C'est vrai que quand on travaille en constellation, on cherche pas avec la tête. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toutes les connaissances qu'on a, évidemment, mais la personne soumet sa situation, on ne sait pas du tout où ça va nous emmener. Et c'est vraiment quand on suit le ressenti des représentants, ce que nous dit l'énergie de la constellation, les faits aussi d'histoire familiale, à un moment on va, ok, c'est là, il s'est passé ça. Et très souvent, c'est vrai que dans le fond du fond, ce sont des deuils qui n'ont pas été faits. Et ça va entraîner des problèmes d'injustice, les problèmes de préférence, quand on préfère un enfant et qu'on déteste un enfant. Souvent, il y a des raisons inconscientes derrière. C'est qu'on veut faire que l'enfant préféré réincarne une personne qui a décédé, par exemple. Et ça va créer des injustices et blesser gravement un enfant, celui à qui on n'a pas demandé de remplacer l'autre. Enfin, voilà, donc ça crée vraiment de l'aveuglement, des confusions. Ça peut entraîner même de la violence. Hein, ça peut entraîner, c'est Bruno Clavier qui dit ça, et moi je trouve que c'est très juste, de dire que les incestes, souvent, c'est des deuils qui n'ont pas été faits derrière. C'est-à-dire que c'est une espèce de confusion. C'est comme si l'énergie, au lieu d'aller vraiment de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire de descendre les générations et que le flux vital, ce soit les ascendants qui donnent en fait à leurs enfants, eh bien, dans tous les climats incestuels, en fait, on est dans une logique de prédation, c'est-à-dire qu'on se nourrit de son enfant psychiquement. Et c'est une façon de lutter contre l'angoisse de mort. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des deuils qui n'ont pas été faits en amont. Et donc ça peut remonter à plusieurs générations. Et à plusieurs générations avant. Donc c'est vrai que je pense vraiment, ça j'en suis convaincue, que quand les deuils seront beaucoup plus accompagnés, quand la mort aura retrouvé sa place dans nos sociétés, que ce ne sera plus un sujet tabou, qu'on pourra accompagner les personnes qui vont vers leur fin de vie, et les personnes qui restent. Je veux dire que toutes les situations qu'on voit en constellation familiale liées à des deuils, ça va être beaucoup plus... Il faut voir aussi que dans toutes nos familles, je veux dire qu'à 2 étages plus haut, il y a eu quand même des guerres mondiales. C'est des situations très fortement traumatisantes. Donc, la psychologie n'était pas vraiment présente. Évidemment. On était obligé de... Il fallait aller de l'avant, on ne pouvait pas se permettre de pleurer les morts, on ne pouvait pas. Donc, c'est sûr que... Voilà, donc c'est vrai que moi je dirais que le deuil, oui, c'est vraiment ça a une situation, une place assez centrale, et que l'outil des constellations est extrêmement ajusté pour travailler ça. Donc Chantal, si on veut aller mieux, on peut venir vous voir.
Donc, on peut venir vous voir en individuel ou en constellation familiale. Donc, vous avez un site. Oui, le fil du lien en un seul mot.com. D'accord. Voilà, qui explique un petit peu ce que je propose. Donc, comme accompagnement de groupe en constellation, donc il y a une soirée par mois le vendredi soir. D'accord. En général, il y a 2-3 personnes qui font leur constellation lors de cette soirée. Une constellation dure en gros entre 40 minutes et 1 heure, 1h10 maximum. Et puis, il est possible aussi pour les personnes qui n'osent pas venir dans un groupe ou qui ont besoin d'être plus dans un cadre plus intime, elles peuvent tout à fait venir faire une séance ponctuelle en individuel ou je propose aussi un suivi pour les personnes qui le demandent. Enfin, voilà. Donc les deux, il est possible d'utiliser les constellations dans les deux, autant en individuel qu'en groupe. D'accord. Merci beaucoup, Chantal, de tous ces éclairages. Merci beaucoup, Carole. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.